Et on en parle avec l'invité du Grand Angle, Olivier Guillard. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de recherche Asie à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes aussi professeur à Subdeco Bordeaux et à l'EDEC de Nice, deux grandes écoles de commerce en France. Et vous avez publié, entre autres, Birmanie 2020 aux éditions Dalloz Iris. Alors je vous propose d'abord de regarder ensemble ce reportage de notre correspondante à Bangkok, un reportage tourné en Malaisie qui nous raconte le calvaire de ces Rohingyas de Birmanie. Certains sont arrivés ces dernières semaines, d'autres sont là depuis des années. Le récit d'un exil souvent dramatique, beaucoup de migrants sont morts pendant le voyage en mer. Le reportage à Kuala Lumpur d'Aurélia Russek. Cela fait 5 ans que Nour Islam vit à Kuala Lumpur. Forcé par les autorités birmanes à quitter l'Arakan, il est arrivé en bateau jusqu'en Thaïlande via des passeurs. Puis il a passé 6 mois, retenu dans un camp, jusqu'au paiement de sa rançon par un ami. Sur le bateau, il y avait environ 100 personnes. 10 sont mortes pendant le trajet et 2 personnes sont mortes dans la forêt. Aujourd'hui, ils sont 4 à vivre dans cet appartement, dont sa femme, une jeune Rohingya qu'il a rachetée à un passeur il y a 3 mois. J'ai payé plus de 600 €. Un agent m'a appelé pour me dire qu'il y avait sur un bateau une femme qui venait du même village que moi. Il m'a demandé si je voulais la marier et j'ai dit oui. Je ne me souciais pas de savoir si elle était belle ou pas. Des histoires comme celle-ci sont monnaie courante en Malaisie, principale destination des Rohingyas. Depuis 2012 et les violences communautaires en Arakan, il serait plus de 130 000 selon l'ONU à avoir fui le pays par la mer, victimes de trafic humain. Celle-ci, on l'a eue en Thaïlande par mon ami. Elle a aussi beaucoup circulé sur Internet. Air Vision, une chaîne de télé destinée aux Rohingyas, on lutte contre ce trafic en essayant de dissuader les gens à faire le voyage. Pour arrêter cela, on doit montrer que ce n'est pas un voyage facile, que beaucoup de gens sont tués. Nous ne produisons pas que des articles, nous faisons aussi des débats, nous produisons des vidéos et nous interviewons des victimes, des femmes qui ont été violées par exemple, et ce, dans la langue Rohingya. Et comme ça, on le diffuse à travers notre chaîne internet dans les villages en Arakan. En Malaisie, les Rohingyas sont considérés comme des migrants en situation illégale. Seuls ceux qui ont la carte de réfugié des Nations Unies sont un peu tolérés. Alors avec nous, donc, je rappelle Olivier Guillard, directeur de recherche Asie à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Olivier Guillard, qui sont d'abord ces Rohingyas de Birmanie? Alors déjà, donc on a le regard étranger, le regard de la communauté internationale occidentale, on a le regard des Birmans eux-mêmes, deux lectures très différentes. Pour les Birmans, ce ne sont pas, pour les Birmans qui sont d'ethnie bamar, bouddhistes très majoritairement, considèrent que c'est un import extérieur non voulu, donc une communauté qui n'est pas ni d'origine bangladaise, ni d'origine birmane, ni de culture bouddhiste. Il menacerait en fait de quelque sorte l'identité bouddhiste du pays. Absolument, donc dans un pays qui reconnaît pourtant à peu près une 100 ou 150 groupes ethniques différents, les Rohingyas ou les Rohingyas, en fonction de la façon dont on les conçoit d'un point de vue articulation, ne sont pas des Birmans de souche et en tant que tels ne sont pas donc parmi les gens qui sont dignes, selon le regard birman normal, d'avoir droit au droit de se déplacer dans le pays et d'avoir un droit de citoyenneté normale ou même d'avoir droit à l'éducation. C'est même pire que ça, ils sont pas reconnus comme citoyens birmans et c'est vraiment un sujet tabou, hein, les autorités birmanes. D'ailleurs, vous avez dit Bangladesh, c'est ça en fait, ils les assimilent à des immigrés bangladais. Alors il y a sûrement des immigrés bangladais dans les populations qui habitent dans le nord de la Birmanie, mais ils les appellent immigrés bangladais comme si les Rohingyas n'existaient pas. C'est bien cela en définitive, et vos interlocuteurs birmans la plupart du temps, donc on parle de Bangladais ou de Bangladeshis, ils considèrent que ce sont des gens qui sont arrivés lors de la période coloniale britannique, ou en tous les cas à l'issue, et que leur histoire dans le paysage birman est tout à fait récente et une sorte d'import non désiré. Donc en définitive, ce sont des rejetons dont la plupart des Birmans ne veulent pas entendre parler. Ce sont des souffres-douleurs faciles qui sont très exposés, que peu de personnes politiques ou de grands relais d'opinion à l'intérieur de la Birmanie essaient de défendre pour éviter de se mettre à dos à la majorité. Vous parlez de relais politiques à l'intérieur de la Birmanie. On connaît tous Aung San Suu Kyi, qui est cette icône des droits
de l'homme en Birmanie et dans le monde entier. Et jusqu'ici, elle reste vraiment très muette sur cette question. Elle déçoit, entre guillemets, un grand nombre de ses admirateurs les plus zélés, en se demandant, mais la dame a beaucoup perdu de voix depuis qu'elle s'est rapprochée du pouvoir, depuis qu'elle est partie prenante du paysage politique birman. Elle est donc parlementaire depuis 2 ans. Et en tant que telle, en fait, elle se situe dans une optique à plus long terme où elle est obligée de tenir un rôle qui est difficile entre l'opposante que l'on mesurait, que l'on a toujours connue, mais toujours inflexible, et celle qui n'est plus tout à fait une opposante, mais une parlementaire dans le paysage politique birman contemporain, une opposante qui incarne les espoirs démocratiques du pays, mais qui a une visée à très court terme désormais. Il va y avoir des élections. Il y a des élections générales qui auront lieu donc au début du mois de novembre, et les enjeux sont importants. Face à une ancienne junte qui demeure encore très influente dans le paysage politique, face à un électorat nationaliste bouddhiste qui ne veut pas qu'on l'embête avec des questions qui sont des questions périphériques, dont ces questions des migrants. Elle peut pas prendre, en fait, elle ne peut pas prendre la défense de musulmans, c'est inconcevable. C'est inconcevable, ça lui coûterait en électorat. Donc c'est la raison pour laquelle la dame aimerait certainement beaucoup plus s'exprimer sur le sujet, mais elle est contrainte par ce que veut entendre et à la fois le pouvoir, qui demeure encore assez inflexible à son endroit, et son électorat qui ne lui serait pas gré de prendre trop de temps, de son énergie, de ses moyens pour donc une minorité apatride dont, en définitive, en Birmanie, tout le monde se moque. Parce que cette question des Rohingyas n'est pas centrale dans la campagne électorale, elle est marginale ou elle est centrale au contraire? Non, elle n'est pas du tout centrale. Aujourd'hui, vos interlocuteurs birmans, quels qu'ils soient, considèrent qu'on accorde beaucoup trop d'intérêt, et c'est de l'ingérence extérieure dans les affaires domestiques birmanes, et se demandent, mais n'y a-t-il pas mieux à faire plutôt d'encourager la poursuite du processus des réformes de cette démocratisation? C'est trop de temps d'évoluer à une cause vraiment perdue d'avance ou sans intérêt, selon le regard birman. Alors, Olivier Guiard, pourquoi il y a cette augmentation des candidats à l'exil ces dernières semaines? On parlait de plusieurs milliers de personnes en quelques semaines. Pourquoi tout d'un coup aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une explication à ça? L'explication, elle est conjoncturelle peut-être ou structurelle. En fait, on estime qu'il y a eu cette année à peu près entre un tiers et entre du simple ou double de candidats clandestins à l'exil, soit la plupart du temps donc pour des questions politiques, mais aussi ceux que l'on retrouve sur le bateau sont des migrants économiques qui ne viennent pas que de la Birmanie, même s'ils sont probablement ultra majoritaires, donc dans cet état de l'ouest du pays, l'état d'Arakan, où cette minorité musulmane Rohingya s'est trouvé une sorte d'endroit pour survivre plutôt que pour vivre, dans des états de dénuement qui retourneraient le cœur de bien des gens. On les trouve aujourd'hui donc probablement parce que en Birmanie, le rejet de cette présence un petit peu non désirée intervient dans une campagne d'exacerbation du nationalisme bouddhiste en vue notamment donc de ces élections qui ont lieu dans 6 mois et parce que certainement leur sort est devenu de plus en plus ténu et ces gens se disent nous avons probablement moins à perdre, à risquer notre vie ou notre intégrité physique à prendre la mer ou essayer de recourir à des réseaux fussent-ils coûteux et dangereux plutôt que de rester dans ce pays où en définitive on veut de moins en moins de nous et où notre avenir s'inscrit certainement dans une perspective ténue. Donc c'est un pari que de plus en plus de gens font. Sur ce se greffent aussi donc des Bangladais, de vrais Bangladais du Bangladesh, qui se demandent si les candidats à l'exil normal des Bangladais vers le sud-est asiatique est un processus qui est long et coûteux. La plupart font peut-être aussi un petit peu le pari de se dire bon, le processus clandestin peut être un peu moins long d'un point de vue administratif, à peu près tout aussi coûteux, ou peut-être un peu moins coûteux. En tous les cas, le temps de délai entre notre espérance et la réalisation de ce rêve ou de cette perspective est peut-être plus courte ainsi, ce qui met beaucoup de gens sur les routes des mers en direction du sud-est asiatique. Et les Bangladais, c'est plus pour des raisons économiques? Oui, essentiellement. On ne saurait tout à fait relier leur deux sorts. Alors, on l'a vu, ces migrants ont d'abord essayé ces migrants, donc Rohingyas, ont d'abord essayé de passer par les frontières terrestres. On a vu ces camps clandestins avec même des fausses communes. On a parlé de plusieurs centaines de cadavres à la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie. Absolument. Alors aujourd'hui, cette frontière elle est à peu près fermée par les militaires. C'est pour ça qu'ils passent maintenant par la mer. Il ne reste plus que la voie maritime. Alors on peut considérer que les Thaïlandais ont aussi pas le régime, mais en tout cas les trafiquants thaïlandais ont aussi une grosse part de responsabilité dans cet exode, ou en tous les cas plutôt cet exode dans cette situation humanitaire difficile. Dans cette traite d'êtres humains en fait, d'une certaine manière. Absolument. Donc le mot n'est pas trop fort, il est même particulièrement adapté. Ce qui se passe, c'est que depuis un an, nous avons aussi en Thaïlande un nouveau régime qui est militaro-militaire. C'est une junte qui s'est civilisée progressivement et qui a décidé de mener un peu plus la vie dure à quelques réseaux divers, donc des trafics d'êtres humains, de drogue, de j'en passe et des meilleurs. Et donc ce tour de vis s'exerce aussi sur cette... Donc la répression à la frontière est plus forte qu'avant? Alors on va dire qu'on a certainement un peu plus un regard un peu plus fort des autorités sur le sujet, et également cette frontière qui est commune entre le sud de la Thaïlande et le nord de la Malaisie
constitue également un endroit sensible pour le royaume bouddhiste thaïlandais, puisque c'est une région qui est de séparatistes, ou des mouvements séparatistes également musulmans, dans ce pays majoritairement bouddhiste. Le regard des autorités aussi s'est porté depuis un an avec un peu plus de constance, peut-être un peu plus de sévérité. Ça se décline aussi donc, dans ce problème qui nous occupe aujourd'hui. Ces passeurs sont essentiellement thaïlandais? Dans une très grande mesure, oui. Alors, avec un regard peut-être complaisant de certaines autorités locales. Alors, on le disait, il y a une réunion aujourd'hui à Bangkok, de 17 pays de la région, aussi, je crois, l'Australie, les États-Unis étaient présents, et la Birmanie et le Bangladesh ont promis de s'attaquer aux racines du problème. Alors, c'est des belles paroles, des belles promesses. Est-ce qu'on peut croire les autorités birmanes en particulier? Les autorités birmanes, si elles devaient s'attaquer au problème, elles s'attaqueraient à la question de la régularisation donc, de cette minorité qui, pour l'instant, considérée même pas comme une minorité, comme une minorité apatride. Ce sont des gens qui ne sont pas dans le paysage théoriquement classique administratif de la Birmanie. Il s'agirait peut-être de régulariser dans une certaine mesure le sort administratif de ces gens, d'en faire des citoyens birmans normaux, d'une certaine manière, et ainsi on résoudrait peut-être le problème de ces gens qui n'ont pas le droit de se déplacer sur le territoire birman, qui n'ont pas accès à quantité de services publics, même pas à l'éducation, ils sont dans des conditions très précaires. S'attaquer à leur sort précaire serait peut-être une question de régler définitivement le problème selon un biais moins dramatique que ce que nous avons aujourd'hui. Un dernier mot sur le rôle de la Malaisie. La Malaisie est un pays musulman, donc elle devrait accueillir ces réfugiés Rohingyas plus facilement que la Thaïlande, par exemple? Probablement, d'autant plus qu'elle est en recherche d'une population, d'une main-d'œuvre non qualifiée, ce que pourraient être des candidats à l'exil d'un point de vue économique. La Malaisie ne peut pas non plus accueillir tous les candidats à l'exil vers le sud-est asiatique. Elle est en cours de régularisation d'un certain nombre de cas. Je crois que c'est une question qui devrait se gérer d'un point de vue régional avec un effort à partager entre tous les pays concernés. Merci Olivier Guillard pour ces éclairages sur la question donc, des réfugiés Rohingyas en Asie du Sud-Est. Merci beaucoup.